Lumière, nous avons un code rouge. Au rapport. Un prisonnier s'est échappé. Comment? Quelle est cette infamie? Le fugitif se dirige vers l'armurerie. Envoyez des renforts. Lève ton arme, salopard! Pas de problème. Mieux vaut mourir plutôt deux fois qu'une. Attrapez-le! Ne laissez pas s'échapper! Attrapez-le! Ne tirez pas, je me rends! Désolé, le coup est parti tout seul. Mais je vous en prie, je ne suis qu'un agent d'entretien administratif. Ruby, tu me reçois? T'en es où? C'est bon, j'ai réussi. Localise-moi et amène-toi. On décolle. Je pourrais pas les retenir plus longtemps. J'arrive. Rendez-vous! Vous êtes cernés! Toute résistance est inutile! Fais-moi penser ne peut jamais remettre les pieds dans cette foutue galaxie. Pareil pour moi. Je te dépose et je rentre vers l'autre monde. Il a aussi écrit New York, qui est l'un de ses plus gros succès. Hein. Oui, c'est son deuxième roman écrit d'ailleurs. Il avait essayé d'abord de le faire publier
dans une collection, c'était chez Gallimard, Gallimard Hachette, c'était le nom m'échappe. Mais la collection s'arrêtait et donc du coup il l'a proposé au Fleuve Noir. Et le bouquin est extraordinaire. Je pense que c'est un roman qui, pour moi, voilà, c'est le premier chef-d'œuvre de Stéphane Bull. Bien sûr. Et encore une fois, il a été visionnaire par le fait que déjà, faut voir dans le contexte, hein, c'était 1957. Le roman met en scène un petit enfant noir. Imaginez ça au milieu des années 50. Et en plus de ça, de façon complètement naturelle. Ça vient pas d'une volonté une volonté militante de faire, de montrer un noir dans un contexte d'une littérature qui est presque exclusivement blanche. Ça vient, on sent que ça vient des tripes et que c'est complètement dans l'humanisme de l'auteur. C'est juste un auteur humaniste en fait qui met en scène. Et d'ailleurs, c'est pas un enfant noir, j'allais dire par accident. C'est en plus un personnage qui va devenir un surhomme en plus. Tout à fait, ouais. C'est très fort, c'est très très fort. Je ne sais pas si on lui avait déjà posé la question si ses œuvres étaient politiques, qu'il y avait quelque chose de politique. Je pense pas, mais j'avais jamais... Non, en fait, c'est pour ça que je disais que ça s'était intégré dans la façon de penser de ce personnage qui était un humaniste lettré, voilà, pour lequel ça coulait de source, en fait. Voilà, ça coulait juste de source. On a essayé de donner à certaines de ses œuvres une couleur politique. Quand par exemple dans Homme sans série, ça avait été rapproché de l'invasion russe, ouais. Et en fait pas du tout. En fait, il m'avait dit que ça avait juste aucun rapport. Et d'ailleurs le livre, on avait fait un rapprochement d'une invasion qui avait eu lieu après l'écriture du livre d'ailleurs. Donc à quel point il était pas politique. C'était pas quelqu'un qui était branché politique. Mais ça veut pas dire qu'il était hors sol. Au contraire. Ça veut dire que c'était juste intégré à sa vision du monde, quoi. Mais qu'il imposait pas. C'est ça qui est aussi intéressant. Il n'y a jamais eu de discours. Alors, justement, en parlant de Homme en série, hein, que j'ai ici sur la collection Anticipation, a été adapté en dessin animé en 1973, qui s'appelle La Planète Sauvage. Il y a eu 2 adaptations en animé. Hein. Il y a eu celle-ci. Hein. Il y a eu aussi Les Maîtres du Temps, qui est en fait l'orphelin de Perdide, qu'on trouve ici. Hein. Donc d'ailleurs, il y a une superbe interview de Stéphane Bull. Hein. Il dit plein de choses on apprend plein de choses justement sur l'orphelin de Perdide. Alors c'est une adaptation, hein, forcément. Donc il y a des petites choses qui changent. Le paradoxe temporel est préservé, mais de manière un peu différente. On a voulu un peu moderniser avec Les Maîtres du Temps, en ajoutant des Maîtres du Temps. Hein. Donc, je ne vais pas spoiler, il faut que les gens regardent, c'est juste magnifique, les 2 œuvres. Mais je trouve que les 2 œuvres, elles se valent vraiment toutes les 2. Il n'y a pas une œuvre qui va être moins impressionnante que l'autre, moins intéressante que l'autre. Je trouve que les 2 sont vraiment très très intéressants. Ce qui m'avait fait rigoler, c'est que dans le DVD des Maîtres du Temps, il y a l'interview de Stéphane Bull qui explique comme quoi il est un peu sceptique sur la réception que pouvait avoir le public sur les Maîtres du Temps, parce que ce qui semblait l'avoir gêné, hein, c'était que sur la planète Gamma 10, au lieu d'avoir des pirates qui sont toujours là, qui sont prisonniers de la planète, finalement ils étaient prisonniers d'une entité de pensée unique et qui les empêchait d'être eux-mêmes en fait. Alors moi, au contraire, moi j'étais enfant lorsque je l'ai vu, j'avais parfaitement compris. Mais j'imagine qu'avec le temps, il s'était peut-être dit que dans les années 80, il y avait peut-être un courant de pensée qui était un peu différent au niveau de la SF qu'à son époque. Et donc voilà. Mais moi, je trouve qu'au contraire, c'était vraiment une très belle adaptation. Il y a toujours. Alors là, c'est la patte Lalou, hein, franchement. Ouais, parce que c'est René Lalou, qui était où on trouve aussi dans ces autres dessins animés cette obsession sur les régimes totalitaires. Et en fait, voilà, cette entité, c'est une entité totalitaire qui capte les esprits et qui asservit les esprits. Et voilà, c'était dans le discours de Lalou qui s'est approprié le roman de Bull, comme le suivant d'ailleurs, et comme ce qu'il a fait avec Casa plus tard. Dans ses autres adaptations, notamment celle de Jean-Pierre Andrevon, voilà, et l'autre. Donc ça, et on voit à quel point Lalou qui a fait 2 adaptations, mais qui avait comme projet de faire l'intégrale à la base, puisque à l'origine le projet d'adaptation c'était un projet qu'il avait d'abord pensé pour la télé, faire une série d'adaptations pour faire un peu ce qu'a fait Olivier Vatine
en bande dessinée chez Ankama et Glénat, lui, Lalou, il voulait le faire en dessin animé pour la télé, c'est-à-dire faire des moyens métrages, voilà, les 11 romans des années 50 de Vull, il voulait les adapter pour la télé. Ça n'a pas marché, du coup il a fait un long métrage en 72, 73, et puis après en 81, un second. Et quand on voit les difficultés pour produire du dessin animé en France, à l'époque, c'était vraiment un tour de force. Et d'ailleurs, il a dû aller dans les pays de l'Est pour aller les faire effectivement. Ça explique des fois la qualité parfois un peu inégale. Ouais, tout à fait. Au niveau de l'animation, j'entends. Tout à fait. Homme en série, les dessins sont de Roland Topor, juste pour indication pour ceux qui nous regardent. Et le maître du temps, c'est de Moebius, voilà. Donc, mais avec un. Capia. C'est ça, ouais, tout à fait. Donc juste magnifique. Et justement, en parlant d'adaptation, tu en parlais justement tout à l'heure, donc c'est dans les années 2010-2011, je crois. Donc Ankama et Comics Bureau se sont associés pour créer des bandes dessinées sous l'impulsion d'Olivier Vatine. Voilà, j'ai quelques adaptations, dont New York, qui est juste magnifique. Donc c'est ce sont des adaptations. Certaines sont très proches des romans et d'autres vont s'en écarter un petit peu. Par exemple, La Mort Vivante, qui était un roman très fantastique, mais très sombre, vraiment. Moi, quand j'ai lu la première fois, sur le coup, j'ai été un peu crispé, on va dire. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça m'a un peu fait flipper. Personnellement, je trouve que La Mort Vivante, c'est son livre le plus bizarre. Oui. C'est un livre, ça préfigure complètement des films comme L'Antre de la Folie de Carpenter. Il y a un côté presque Lovecraftien. C'est un livre qui est. Il y a un côté The Thing, ça fait penser à The Thing aussi, cette entité qui va se mettre à absorber. Moi personnellement, je trouve que c'est un livre qui est extraordinaire, qui est peut-être un de ceux qui ont le moins vieilli. Enfin, je trouve que d'une manière générale, les romans de Stéphane Vull n'ont pas vieilli. Mais celui-là, il est à part, il est hors norme. Et à l'époque, il était encore plus hors norme. Et d'ailleurs, l'auteur m'avait confié que c'est le seul roman sur lequel il a reçu des lettres de courrier, enfin des courriers de lecteurs épouvantés, en disant mais comment on peut écrire ça, ce que vous avez écrit est épouvantable, on ne devrait pas écrire ça. Donc c'est un roman que moi je trouve très très fort. Tu as donc écrit, donc tu as adapté le roman No, donc en bande dessinée. Alors là il y a 2 tomes, il y en a un 3e qui est en cours de réalisation. Voilà. C'est Alexis Santenac au dessin. Tout à fait. Alors No, il est paru en 1977, 18 ans après la fin de son dernier roman chez Anticipation. Pourquoi autant de temps? Pourquoi avoir mis 18 ans pour écrire une suite? Alors en fait, il faut dire que... Alors en fait, faut juste resituer dans le contexte. Stéphane Vull, il a écrit et publié 11 romans en 3 ans. En même pas 3 ans, en 2 ans et demi en réalité. Donc ça a été une période extrêmement intense d'écriture, et de publication, etc. Et donc, en même temps, il était dentiste. S'est posé à un moment la question que lui a posée sa femme. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être écrivain ou tu veux être dentiste? Il a choisi la sécurité et il a arrêté. Mais à l'époque, imaginez, vous avez écrit 11 romans en 3 ans, dont New York, dont Piège sur Zarkas, tous ces romans quasiment sont devenus des classiques. Il était épuisé, il avait plus d'idées, d'ailleurs il l'a dit lui-même, et d'ailleurs ces 2 derniers romans, Odyssée sous contrôle et puis Terminus 1, on sent que il est au bout d'un cycle. Alors moi, connaissant son incroyable inventivité, je ne doute pas qu'il aurait rebondi après, mais il était arrivé au bout d'un cycle et il a dit je continue mon métier de dentiste. Et puis voilà, il a arrêté. Mais en continuant à écrire des notes, en continuant à écrire des bouts de texte, des choses comme ça. Et ce sont ces bouts de texte, ces petites recherches qui, toutes ensemble, ont donné des années plus tard. Alors du coup, effectivement, il y a eu 18 ans qui ont séparé les 2 publications.
mais il a mis 4 ans pour écrire Noho, et avant ça, il avait déjà des notes justement des années précédentes. Donc en réalité, Noho, c'est le roman de quasiment de 18 ans de réflexion, on va dire. Quelle en est l'intrigue? Alors l'intrigue, c'est un voyage initiatique d'un garçon qui s'appelle Brice de Merrill. Brice le creurait d'ailleurs au début, puisque de Merrill, ça va être le nom de son mentor, mais son nom c'est Le Creuret, qui est d'ailleurs le nom de la mère de Pierre Perrault, de l'auteur. Ce garçon est le fils d'un couple d'anthropologues qui vivent en Amérique du Sud, dans la jungle amazonienne, et ils vont sur les bords de l'Orénoque. Et ses parents vont se perdre dans la forêt, ils vont s'écraser en avion. Et ce petit bout de bonhomme, de Brice, il a une dizaine d'années, et il va prendre une machette, et puis il va essayer il va s'enfoncer dans la jungle pour aller à la recherche de ses parents. Et en fait, évidemment, il va échouer, mais au bord de la mort, il va être secouru par Eldorado, qui est en réalité un homme en combinaison dorée, qui va l'emmener, qui est en fait un exilé politique sur Terre, et qui va le ramener sur sa planète, qui s'appelle Soror, dans un système planétaire, dans un système stellaire qui est à 4 années-lumière, vous devinez évidemment duquel il s'agit, et c'est l'adolescence et les débuts de la vie d'adulte de ce personnage qui va se former auprès de son mentor. Et le héros, c'est lui, on apprend c'est son éducation sentimentale, éducation politique, éducation tout court, qu'on va vivre, et à travers les aventures dans une planète qui est en pleine révolution. Voilà, puisque c'est l'histoire aussi d'une révolution, puisque son mentor est un exilé politique et un opposant au régime. Tu en as écrit une adaptation en bande dessinée. Comment fait-on le temps pour adapter un roman, surtout un roman comme Noho, d'un personnage comme Stéphane Voul, en bande dessinée, sur 3 tomes? Alors, c'est particulier, d'autant que le roman est justement un roman à tiroir. C'est un roman très modulaire, c'est-à-dire qu'on passe, c'est des sauts de puce et c'est la géographie qui décide presque de ce que va devenir l'aventure. On est vraiment dans un roman qui n'a rien à voir qui est en contrepoint des romans des années 50. Et d'ailleurs, à tel point que c'est un roman Noho qui a ses admirateurs inconditionnels parmi lesquels je fais partie, parce que Noho, ça a accompagné toute mon adolescence. Je l'ai peut-être lu 20 fois, ce roman, entre 15 et 25 ans. Et donc, il m'a accompagné, et j'en connais certains passages par cœur. Mais en même temps, c'est un roman qui ne correspond pas par son écriture à ce qu'il avait fait dans les années 50, par la densité et même le projet littéraire. Il a complètement déconcerté un certain nombre de lecteurs qui n'ont pas aimé ce roman. En revanche, il a des fans absolus. Donc voilà. Donc c'est un roman qui est à part dans la production de Vull, et en soi, c'était une difficulté. Il y a la masse aussi de texte, parce que c'est un roman qui fait 400-500 pages, avec énormément de néologismes et une écriture extrêmement baroque, très riche au niveau du vocabulaire. Donc on est encore une fois aux antipodes de son écriture, qui était très sèche, très années 50, justement très efficace et assez dépouillée. Voilà, donc c'est un roman qui est du coup qui est assez difficile à mettre en œuvre pour une bande dessinée. Voilà. Parce que la bande dessinée, elle impose, c'est un roman qui est tout dans la sensation. On est de l'intérieur du personnage. C'est un personnage qui se raconte, qui est en train de se raconter dans sa construction, mais aussi qui décrit le monde, puisque le vrai héros, c'est le monde lui-même, c'est Soror, c'est le système d'Hélios, pardon. Et ce système-là, on les voit à travers les yeux du personnage, et finalement, c'est pour moi, ce que raconte Vull, c'est un écrivain en train de se faire. C'est presque flaubertien comme vision. Voilà. Et la difficulté, elle est que d'essayer de restituer à travers une narration qui est forcément une narration en île, puisqu'on est dans une BD, dans une bande dessinée, donc on voit le personnage de l'extérieur, donc c'est un récit en île, et passer de ce jeu
un jeu qui est très sensuel, qui est très dans les sensations. Un heal, voilà, c'était la gageure de cette adaptation. Mais une gageure parmi plein d'autres, en réalité. Parce que c'est un roman qui est également visionnaire, par exemple, sur les nanomachines. Mais, par exemple, j'ai choisi de ne pas montrer les nanomachines parce qu'aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens de les montrer, alors que ça aurait eu du sens de les montrer avant que Neil Stephenson et autres traitent des nanomachines et que ça devienne un vrai trope, quelque chose de commun dans la science-fiction. Et on aurait vu à ce point, à quel point c'était novateur. Mais aujourd'hui, alors qu'elles sont mises à toutes les sauces, voilà, ce serait noyé ce serait pas lui rendre hommage en réalité. Alors, tu es aussi donc, comme je disais tout à l'heure, romancier de très très nombreux romans de science-fiction et de fantasy depuis très longtemps. Quelle a été l'influence de Stephen Gould dans tes œuvres? Alors je pense que d'abord ça a été, c'est une affaire de cœur. J'ai lu Stéphane Vull dans les éditions Présence du futur, les rééditions Présence du futur dans les années 70. Moi je les ai lues donc dans les années 80. Et donc j'étais ado, voilà, j'étais entre la 6e et la... Il n'était pas encore prescrit à l'école. Je l'ai vraiment lu, c'était des lectures de bibliothèque. Mais je l'ai lu, voilà. Et ça a été un... voilà, il a fallu... À l'époque, je savais pas du tout qu'il était français, parce que Stéphane Vull, c'est un pseudonyme russe, puisqu'il avait, juste pour l'anecdote, Stéphane Vull, donc Pierre Perrault, de son vrai nom, c'était une obligation au Fleuve Noir. Fleuve Noir, quand on signait au Fleuve Noir, on donnait l'exclusivité du nom. C'est pour ça qu'il y avait tant de pseudonymes au Fleuve Noir. Que ce soit Alphonse Bruch, etc., ou le pseudonyme de Pierre Pelot, voilà. On prenait des pseudonymes pour pouvoir publier sur son propre nom ailleurs. Et donc Perrault, voilà, il a proposé ce pseudonyme-là à la Perrault, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait comme tout le monde, il n'a pas pris un pseudonyme américain comme faisaient les auteurs de polar, mais il a pris un pseudonyme russe qu'il avait trouvé peut-être dans Science et Vie. Il y avait eu un numéro spécial sur les savants atomistes russes, et il avait pris ce nom Vull, qui était le nom d'un savant de l'Oural. Voilà, c'était, voilà, il avait pioché ça au hasard, et c'est voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc moi à l'époque, je savais pas du tout qu'il était français, puis je m'en fichais. C'était une époque de toute façon où que ce soit la nationalité, le sexe, la couleur de peau, ça venait pas en... On s'en fichait un peu en fait quand on était ado, et on absorbe tout de façon totalement égale. Et donc Vull, il est passé avec le reste, et je l'ai mis tout de suite au même niveau voilà, qu'un Asimov, qu'une Ursula Le Guin, qu'un Delany, etc., etc. Pour moi, ça faisait partie des classiques, quoi. Enfin, des auteurs absolument indispensables et qui font rêver. Par contre, j'ai tout de suite perçu qu'il y avait une poésie à part, quand même, qu'il y avait une sorte de musicalité dans la phrase. C'était original en plus, les histoires étaient originales. Il y avait plein de trouvailles, voilà. Donc il m'avait déjà capté. Et puis il y a eu Noho, que j'ai lu voilà, quand j'étais ado, quand j'étais encore au collège. Et là, ça a été un choc esthétique. Le même genre de choc esthétique que j'ai ressenti quand j'ai vu le Château dans le ciel de Miyazaki quand j'étais au lycée, qui a été un choc esthétique. Voilà. J'ai eu quelques chocs esthétiques comme ça dans ma jeunesse. Ça a été Métal Hurlant, ça a été Stéphane Vull, voilà. Ça a été quelques noms comme ça. Voilà. Donc c'était voilà, Vull, c'est juste il fait partie de ma vie. Voilà.
Mais entrez donc, mon cher maréchal. Quelle joie de vous revoir en ce lieu de béatitude. Oh, et ces chaînes vous sied à merveille. Les cure-moustaches, c'est pas mon truc. Vos breloques, vous me les enlevez? La guilde ne tolérera pas mes vacances forcées parmi vous. Mais justement, il nous tarde de rencontrer l'ensemble de la guilde orientale des planètes unies. Une confrontation au sommet des dieux, pour un affrontement ultime, sous les applaudissements de milliers de réalités réunies dans l'exaltation de l'unité. Je suis face à un fou. Y a-t-il quelqu'un de saint d'esprit ici? Il est vrai qu'annoncer ainsi la fin de votre monde est quelque peu théâtral, j'en conviens. Allons, soyez rassurés, vous resterez à l'écart de tout ça. Si vous coopérez, bien entendu. J'ai une tête à vouloir coopérer? Comme si vous aviez le choix. Mais de quoi parlez-vous? Richard, joignez-vous à nous, et ensemble conquérons ce monde et ses richesses. Imaginez l'étendue du pouvoir que nous aurions alors dans l'immensité infinie de toutes ces réalités. Nous serions des dieux parmi les dieux. Que vous apportera le pouvoir des dieux si ce n'est la mort de toute vie dans le multivers? Vous pillez, vous détruisez, vous transformez la réalité des univers conquis dans votre pseudo-béatitude au nom de l'unité dont vous seul possédez. Très peu pour moi. À votre guise, maréchal. J'aurais pensé le contraire suite à la découverte de vos publications. Quelle publication? Allons, maréchal, allons, pas de ça avec moi. Regardez autour de vous. Sur Neptune se trouve la plus grande bibliothèque de tous les univers réunis. Ce n'est pas un hasard si nous avons décidé d'enfermer toutes ces littératures fictionnelles dans les cachots de Proté. Et qu'avons-nous découvert récemment? Les Uchronies martiennes, par Richard Thomas. Eh bien ça alors? Qui se serait douté que le grand officier de la guilde orientale était écrivain à ses heures perdues? Bravo, vous arrivez à avoir des informations de l'extérieur dans votre trou à rats. Et pour les publications, je suis un homme libre, je fais ce que je veux. Je crains fort que sans votre coopération, vous ne soyez condamné au purgatoire au nom des 10 béatitudes. Garde, emmenez-le. Réfléchissez à notre proposition, maréchal, ou mourrez. Les légumes sont prêts à cuire, comme on dit chez vous. Mais personne dit ça. Bref. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, que nous allions être jugés, exécutés sur l'autel des sacrifices de la béatitude, et que nous serions rôtis à petit feu pour être accompagnés avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Bref, on est invité à la fête, mais on profitera pas beaucoup du buffet. Il est temps de rentrer à la maison. Levez-vous, et recollez-vous contre le mur. Ça va pas traîner. Ouais. Soit on fait une belote en attendant tes comparses, soit on botte des culs. Ouais, ça s'appelle l'improvisation. Il est toujours dans les parages, mon petit copain? Le compte? Certainement une soirée caritative pour la détection du cancer de la prostate. Je sais où se trouve la plateforme de décollage. Allons-y, mais restons sur nos gardes. Tu fais quelle taille, Richard? Formidable! Mais quelle fin épique! Margot, convoquez le chef opérateur, qui l'apporte la bobine suivante pour la suite de l'émission. Oui, nous allons faire un débriefing dans un instant. Vous avez un message sur le lecteur à bande magnétique. Ah, parfait! Ce doit être notre invité. Prévenez l'équipe technique, qu'ils se tiennent prêts pour la télédiffusion dès qu'une fenêtre spatio-temporelle sera disponible. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur son nouveau roman.
Ah, et merci Margot. Je vous en prie, monsieur Sky. Très chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt dans une nouvelle émission consacrée à l'écrivain Laurent Genefort et son nouveau livre, Les temps ultramodernes. Un roman rétrofuturiste.